Un mot féminin qui pourtant connaît un déficit chez l'être féminin. Il s'agit de la participation. Aujourd'hui, dans Femmes, nous allons parler de la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Notre invitée est la présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Il s'agit de Rose Mutombo Kiese. C'est un honneur pour nous de vous avoir enfin sur ce plateau. Bienvenue, madame. Bon, merci beaucoup. Pourquoi enfin? Parce que ça fera près de 3 ans que nous tenons cette émission et c'est un honneur pour nous en tant qu'actrice dans le développement, en tant que cette femme qui se bat pour le respect des droits des femmes. C'est un privilège de vous avoir aujourd'hui pour dresser un état de lieu justement sur la participation de la femme dans la gestion publique. Tout de suite, on a besoin de savoir que fait le CAFCO pour promouvoir la femme afin qu'elle puisse participer davantage dans la gestion de la chose publique? CAFCO fait de plaidoyer. Pourquoi les plaidoyer? Puisqu'il faut pousser les décideurs à prendre et le Parlement à prendre des voix favorables aux femmes. CAFCO fait la lecture des différentes politiques et programmes du gouvernement pour que l'aspect genre soit intégré. CAFCO vulgarise les différents instruments relatifs aux droits de la femme et CAFCO forme les femmes pour qu'elles prennent conscience, pour les renforcer, pour qu'elles soient plus compétitives au même titre que les hommes. Et il faudrait aussi en amont décrire le profil de cette femme qui devrait prendre part à la gestion de la chose publique. De quelle femme sur quelle femme vous travaillez exactement? Nous travaillons de la base au sommet. Au niveau de la base, nous sensibilisons les femmes pour qu'elles comprennent, pour qu'elles sachent leurs droits, afin de leur permettre d'être conscientes du rôle qu'elles peuvent jouer dans leur communauté. Et au niveau des plaidoyers, là nous voyons les femmes élites, puisque le plaidoyer, nous rencontrons les décideurs et qu'il y a certains éléments qui entrent en ligne de compte qui nécessitent réellement d'avoir la maîtrise de la langue officielle qui est le français. Mais nous travaillons avec la femme de la base. Certaines revendications que nous portons, c'est pour la base, mais nous le portons auprès des décideurs et quand il y a du résultat, nous redescendons à la base pour leur faire part de ce travail. Et aujourd'hui, s'il faille dresser un état des lieux sur la présence des femmes dans les institutions, dans les instances publiques par exemple, est-ce que vous avez une sorte de satisfaction après avoir mené autant de plaidoyers? En soi, c'est un processus, puisqu'on a déjà arraché quand même assez de lois. Dans notre pays, avant le dialogue intercongolais, il n'y avait aucune disposition genre dans nos lois. À la constitution des transitions, nous avons pu intégrer l'article 51 de la constitution des transitions. Et au niveau du dialogue intercongolais, nous avons pu arracher la représentation des 30% de femmes dans les institutions d'appui à la démocratie. Qui n'est pas encore effectif, madame? Dans les institutions d'appui à la démocratie, oui, les 30% sont effectifs. C'est au niveau du gouvernement, au niveau des assemblées provinciales et au niveau de l'Assemblée nationale et des entreprises publiques que cela pose problème. Et donc, il faudrait continuer à mener des plaidoyers? Tout à fait, c'est un processus. Nous nous disons qu'on ne doit pas baisser les bras, on doit continuer. Comme c'est un processus, ça avance, mais quand on a des acquis, il faut les reconnaître et il faut les dire. Actualité oblige, le pays traverse une sorte de tumulte sur le plan politique avec la convocation du dialogue par le chef de l'État, un dialogue qui devra baliser la voie pour les élections. Les femmes, j'ai suivi lors d'une rencontre, c'était à l'occasion d'une rencontre qui avait réuni les femmes pour évidemment remercier le chef de l'État pour la nomination de quelques femmes commissaires, avait déjà lancé une sorte d'un appel au pied afin que vous puissiez participer massivement à cette grande rencontre. Est-ce que c'est le point de vue de CAFCO aussi? La participation au dialogue, c'est un droit pour les femmes, ce n'est pas une faveur.
sur base de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est parmi nos résolutions que nous utilisons dans nos plaidoyers, notre gouvernement a adopté cette résolution au niveau des Nations Unies. Et dans cette résolution, on exige que les femmes soient à la table des négociations, au même titre que les hommes. Pourquoi elles doivent être là? Puisqu'elles sont les premières victimes dans les conflits armés. Et nous osons croire qu'on tiendra compte de la composante femme lors de ces dialogues. Et il s'agit de la résolution 1325, évidemment, puisque vous parlez de cette résolution. On en est où? Est-ce que le comité a déjà été mis en place en termes d'application? Est-ce que la RDC se met au pas? La RDC se met au pas, effectivement, puisque nous avons quand même une avancée. Nous avons un plan d'action national de la résolution 1325. Mais ce plan, elle n'est pas tellement opérationnelle. Et qu'il y a déjà un pas quand on a eu à mettre les secrétariats techniques, dont CAFCO fait partie. Nous venons d'évaluer les 15 ans de la résolution 1325. Moi, je présentais les rapports que CAFCO a eu à faire de 2010 à 2015 pour voir quelles sont les avancées que nous avons pu avoir au niveau de la participation politique, au niveau des lois et au niveau de l'autonomisation de la femme. Mais il faut pousser, il faut des moyens, il faut des ressources. Et c'est ce qu'on est en train d'échanger avec les différents partenaires, avec les ministères de tutelle qui a le lead de ce programme-là de la 1325. Espérons que cette année, l'année prochaine sera peut-être la meilleure. Est-ce que le problème finalement réside dans ces outils ou ces instruments juridiques, ou les responsabilités sont aussi partagées du côté de la femme elle-même? Vous, en tant que cette femme qui militait depuis plusieurs années dans les droits des femmes, quelle analyse vous faites? Quelle est la responsabilité de la femme elle-même? Il y a des responsabilités à des différents niveaux. Il y a des responsabilités au niveau de la législation, c'est pourquoi nous poussons. Il y a des difficultés au niveau de l'application, ça c'est le gouvernement. Il y a de difficultés au niveau de la femme elle-même. Elles doivent prendre conscience de son importance au sein de la communauté et surtout de son importance dans la gestion de la chose publique. Est-ce que ce n'est pas là la grande difficulté? Ce n'est pas là la grande difficulté, puisque nous avons des femmes qui travaillent dans les instances de prise de décision, mais dont le nombre n'est pas assez élevé. C'est ça la grande difficulté. Madame, dans nos universités, je prends l'exemple de l'IFASIC que je suppose vous avez été, la majorité ce sont des femmes. Est-ce qu'elles ne se distinguent pas? Pourquoi dans la vie professionnelle, on doit privilégier leurs collègues hommes? Dans les médias, on a moins des femmes qui sont propriétaires, par exemple, voilà. qui assument des postes de responsabilité. Voilà, c'est pourquoi on avait beaucoup regretté lors de la mort de notre chargé des communications, effectivement, paix à son âme. C'était parmi les rares femmes à qui on avait confié les responsabilités, en dehors de Madame Nicole Dibambou. Et Rose Lucano aussi, de Lubumbashi. Oui, et Rose Lucano de Lubumbashi. Et quelques éditrices. Oui, mais qui ne sont pas visibles. Est-ce que c'est pour autant, alors que dans le média, si on calcule le pourcentage, vous êtes à un grand nombre? Est-ce que vous êtes incompétente? Vous n'êtes pas capable de diriger toutes ces chaînes? C'est ça la problématique qui se pose dans notre pays. Vous voulez dire que l'homme n'est pas encore enclin à accompagner la femme dans son épanouissement? Il faut du temps. Pourquoi? Puisque nos pesanteurs socioculturels jouent même assez sur les comportements des uns et des autres. Mais il faut reconnaître aussi, très peu de femmes ont la confiance d'elles-mêmes. Vous comprenez? Elles peuvent être compétentes, mais elles ont besoin de pousser. C'est pourquoi souvent nous poussons, pour qu'elles réalisent qu'elles peuvent dans tout ce qu'elles font.
Femmes et élections, puisqu'on parlait de cette confiance de la femme d'abord en elle-même, il y a aussi cette question de la confiance de la femme envers l'autre femme. La participation de la femme aux élections, c'est vrai qu'elle est d'une manière assez majoritaire, mais quand on regarde qui sont les femmes qui votent d'autres femmes, c'est un problème. Est-ce que votre plateforme s'attelle aussi sur cette question? La question des élections nous intéresse à un plus grand haut niveau. Pourquoi? Puisque c'est parmi les modes où on peut compter des femmes. Mais cette problématique a aussi beaucoup de défis à relever. Quand on regarde notre système électoral tel qu'il est conçu, n'est pas très favorable aux minorités, c'est-à-dire aux femmes. J'ai dit minorité pourquoi? Puisque dans certains pays, c'était ça le vœu des femmes. Dans certains pays, on fait le système électoral à liste fermée et zébrée. Pourquoi on les dit? Puisque là, on vote la liste. On ne vote pas les individus. Mais ce plaidoyer-là n'a pas pu aboutir et qu'on est dans le système que nous avons. Et en évaluant le processus de 2006, nous avons remarqué qu'il y avait des caps qui ne pouvaient, des défis qui ne pouvaient pas permettre à la femme de se distinguer. Notamment le fait que beaucoup de femmes sont dans des partis politiques et n'occupent pas des postes de prise de décision, c'est-à-dire dans des directoires. D'où quand tout se décide, elles sont absentes. Et quand on dresse ces listes-là de chaque parti pour les présenter au niveau de la commission électorale, c'est peut-être trop tard qu'elles réalisent ça. C'est pourquoi on avait fait en son temps, en 2010-2011, un plaidoyer auprès des responsables de partis politiques et ils nous ont signé des actes d'engagement pour mettre au moins 30% des femmes. En ces temps-là, on n'avait pas encore la loi. Mais est-ce que vous pensez que ces 30% des femmes répondraient au profil attendu par ces hommes? C'est ça aussi le problème. Les profils, il faut en chercher. J'ai dit qu'il y a plusieurs difficultés par rapport aux élections. La majorité des femmes sont économiquement faibles et que les élections telles que c'est organisé dans notre pays nécessitent assez de moyens. Parmi nos plaidoyers qu'on a eu à faire avec la loi de 2015, quand on a révisité, on voulait qu'on mette une disposition qui interdit l'offre des cadeaux pendant la campagne électorale. Très important pour les hommes et pour les femmes. Puisque ça déséquilibre ceux qui n'ont pas de moyens. Et ça favorise ceux qui sont dans la chose publique. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. On a demandé à ce que l'article 13 soit accompagné des sanctions. C'est-à-dire quoi? Tout parti qui ne mettra pas sur sa liste un nombre de femmes en ordre utile, sa liste sera rejetée. Ça n'a pas marché non plus. On s'est dit, c'est un processus et nous allons continuer. Est-ce qu'on peut espérer que ça va marcher pour 2016? Pour 2016, pour que tout le monde mette non, puisque la loi n'est pas tellement favorable. Mais que chaque parti mette les noms sur sa liste, on a eu à évaluer. Hein, mais les 30% ont été garantis par le chef de l'État lui-même lors d'une adresse. Il a insisté à ce que les femmes... Les 30% est dépassé, puisque aujourd'hui le chef de l'État a promulgué la loi sur la parité qui parle de 50%. Il est déjà dépassé, il faut qu'on ait dans nos esprits le pourcentage de 50%. Si on ne l'a pas encore atteint, on doit aller vers les 50%. Et cela va permettre à ce que les choses changent. Mais en dehors des élections, nous faisons aussi les plaidoyers pour que pour des postes nominatifs, ça ne nécessite pas les élections, ça ne nécessite pas une liste. On a besoin que chaque parti politique qui propose les gens pour les nominations, puisse désigner des femmes. Des femmes. Il n'en manque pas. Il n'en manque pas, madame. Quand on a eu à évaluer les mandataires dans ce pays,
Je crois qu'il y avait 2 femmes qui étaient à la tête de la gestion, d'où les femmes peuvent, elles sont capables, elles sont compétentes. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre la manière de gérer d'une femme et d'un homme? Tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas à réduire. À quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Madame Rose, vous parlez comme une féministe alors? Non, je ne suis pas féministe, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Il suffit de regarder. Quand les femmes ont eu à l'informel à gérer ce pays, alors que nos maris n'avaient pas du travail, alors que rien ne marchait, on a vu les conséquences sur les familles. Elles ont pu gérer des familles et que les enfants ont pu étudier. Et ça, c'était une facette des problèmes que les femmes rencontrent pendant les élections. L'autre facette, c'est que celles qui se représentent ont du mal à se faire voter. Il n'y a pas cette relation de confiance entre les femmes. Effectivement, je parlais quelque part des pesanteurs socioculturels. Quand on a eu à évaluer le processus en 2006, on a interrogé les femmes. Pourquoi elles ne peuvent pas voter les femmes? Mais il y a des réponses assez bêtes. Hein? Elles vous disent que oui, quand on vote une femme, quand elle a des moyens, c'est pour sa famille. Alors que quand on vote un homme, c'est pour plusieurs familles. Est-ce que c'est pas faux? C'est vrai? C'est une réalité. C'est une réalité. Mais pour sa famille, mais pour sa communauté aussi. Et qu'est-ce qu'elles disent? Que non, une femme qui fait la politique, il y a souvent des perceptions qui ne permettent pas qu'une femme puisse donner son vote à une autre femme. La perception que beaucoup des Congolais ont est qu'une femme qui est dans la politique, c'est une femme pour tout le monde. D'où il faut une forte sensibilisation. Une femme légère. Une femme publique, pour le commun des Congolais, c'est une femme qui n'a pas d'éthique. Et cela ne favorise pas l'émergence de vote de femmes. C'est pourquoi nous faisons beaucoup de sensibilisation. À la base surtout. À la base surtout, pour qu'il y ait un changement des comportements. Autonomisation de la femme, est-ce que ce concept est finalement trop chargé pour être une réalité en République démocratique du Congo? Oui et non. Hein. Oui, puisque la faible capacité économique de la femme ne permet pas qu'elle soit autonome. Alors qu'on dit que d'une manière informelle, les femmes sont très actives au développement justement, du pays. il faut qu'on passe de l'informel à la formelle. Tant que c'est l'informel, c'est la survie. Pour que la femme soit autonome, elle doit quitter la survie pour la pérennisation. C'est là où nous disons qu'il faut des crédits pour les femmes, il faut l'encadrement, il faut des plans de gestion d'affaires pour les femmes, il faut les renforcer. Et c'est parmi les différentes formations que CAFCO a, dans ses pensées, dans sa vision, a donné. Pourquoi je l'ai dit? Une femme, quand elle est économiquement forte, elle peut être compétitive aussi dans le processus de démocratisation, puisqu'on l'a remarqué dans notre pays. Mais le fait qu'elle est faible, elle est incapable d'abord de payer sa caution. Il y a très peu de partis qui payent la caution pour tous les membres. Et elle a peu de moyens pour faire ce que les autres font. Donc c'est lié, l'autonomisation et la participation dans la gestion de la chose publique ou dans les processus de démocratisation, comme vous l'avez mieux dit. Ce n'est pas lié puisque toutes les femmes ne vont pas vers la politique. Et que si les femmes sont autonomes sur le plan économique, elles peuvent créer des alliances qui peuvent aider à soutenir certaines d'autres femmes. Ok. Est-ce qu'on a cet esprit-là de synergie? La preuve en est que CAFCO est là. Oui. CAFCO met toutes les synergies des femmes en place. C'est vrai que dire toutes les synergies, c'est être un peu prétentieux. Mais la majorité, oui, CAFCO est représenté dans toute la RDC et dans 24 provinces actuellement. Et en parlant justement de l'épanouissement de la femme, il faudrait garantir sur le plan juridique. Où en sommes-nous avec ce fameux code de la famille? Waouh! En tout cas, il y a des avancées.
Ce code a été déjà analysé au niveau du Sénat. Et dans l'analyse qui était faite par rapport aux dispositions que le gouvernement, c'est-à-dire le ministère du genre, a eu à porter devant le Parlement, il y a eu au moins 80% des dispositions qui ont été prises en compte. Mais au niveau maintenant de l'Assemblée nationale, dans la sous-commission Code de la famille, nous venons de terminer, puisque je siège dans ces commissions, nous venons de terminer la première lecture. Nous attendons qu'on analyse ces codes dans la grande commission PAG et socioculturelle. Dès qu'on aura fini, on va maintenant... Mais quels sont les grands changements attendus dans ce code? Le grand changement est que, d'abord, on a remarqué que la loi sur la nationalité a été élaguée du code de la famille. Ça, c'est la première chose. De deux, l'option qui a été levée était que tout soit consensuel entre conjoints. De trois, on a harmonisé tous les instruments juridiques internationaux, nationaux et régionaux que la RDC a eu à ratifier, puisque ce code date de l'année 1982 et il y a beaucoup de textes juridiques que la RDC a eu à ratifier. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on a la loi portant protection de l'enfant qui dit qu'il ne peut y avoir mariage qu'à 18 ans. Mais dans notre code de la famille, on disait que la fille pouvait se marier à 15 ans et les garçons à 18 ans. C'est un frein pour tout à fait la formation de la femme. Et dans notre code de la famille, on disait qu'il faut l'autorisation maritale pour qu'une femme travaille, pour qu'une femme pose des actes juridiques, pour qu'une femme engage à la hauteur de certains actes qu'elle doit poser. Alors que ma fille qui a 18 ans a toute la liberté de poser tous les actes, de voyager sans pour autant qu'il y ait, qu'elle ait une autorisation parentale. On a dit que ce n'est pas normal qu'on place la femme mariée au même niveau que les incapables, c'est-à-dire les démons, les fous, les gens qui n'ont pas la capacité de poser des actes. Heureusement, c'était une des résolutions du dialogue intercongolais. C'est parmi nos victoires au dialogue intercongolais. Et nous attendons que ces codes soient adaptés pour que les différentes dispositions discriminatoires que contient ce code soient élaguées. En parlant de ces dispositions discriminatoires, je vois aussi, vous avez évoqué l'autorisation maritale, mais si ce changement est effectif, ne pensez-vous pas que vous créez une sorte de rébellion ou de révolution au sein des familles? Non, pas du tout. Est-ce que les familles vont garder cet équilibre? Non, pas du tout. Ça ne touche pas la famille. Vous savez, madame, vous pouvez être là, vous avez déjà commencé votre travail comme vous le faites là, vous vous mariez. Vous n'avez pas besoin de l'autorisation maritale. Vous comprenez? Et vous qui êtes célibataire, qui accédez au travail, qui devrait accéder au travail, pour travailler, vous devrez le faire. En pratique, le code donnait une ouverture pour aller jusque devant les tribunaux de paix au cas où l'homme ne donnait pas cette autorisation. Mais nous trouvons que ça n'a pas de sens. Dans la mentalité africaine, quand déjà une femme traite son mari devant les cours et tribunaux, bonjour le divorce, vous comprenez? Et vous avez toute la belle famille derrière votre dos. Et nous disons, par rapport au texte que la RDC a ratifié, notamment la Convention contre toutes les formes d'élimination des violences faites à la femme, ça permet à ce qu'il y ait consensus. Et que ça peut arriver même, une femme qui trouve qu'il n'y a pas d'équilibre entre son travail et son ménage. Il y a beaucoup de femmes qui ont abandonné de travailler. Elle s'est dit que je m'occupe d'abord de mes petits-enfants et puis après je vais reprendre. Ça ne peut même pas poser de problème. C'est un problème seulement d'harmoniser les textes. Il faudrait faire des concessions aussi. Hein? Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous croyez que le fait que l'homme a
doit donner l'autorisation maritale, c'est ce qui va faire l'équilibre de son foyer? Je ne crois pas. Quand vous regardez dans nos familles, dans nos couples, dans nos ménages, la femme apporte beaucoup, au-delà même de cette autorisation, dans l'éducation des enfants, dans l'équilibre du ménage même. C'est la femme qui met sa touche. Mais elle réclame un peu plus de liberté par rapport... Ce n'est pas une liberté, c'est un droit. C'est un droit, c'est tout. Vous venez d'ouvrir une brèche sur l'élimination des violences sexuelles. On va prendre d'abord notre femme de la semaine. Il s'agit du professeur Baïdila, professeur à l'IFASIC. C'est un modèle pour beaucoup de femmes, occasion pour nous de présenter ce qu'elle est et surtout de son apport dans la formation de l'élite congolaise. On prend la femme de la semaine, on revient juste après pour terminer avec notre émission. Je suis Espérance Baïdila Bakanda. Je suis professeure d'université. Je suis basée essentiellement ou principalement à l'IFASIC, Institut des sciences de l'information et de la communication, où je suis aussi secrétaire général administratif. Je suis mère de familles nombreuses. Je suis chercheuse. Je suis une femme de terrain. Née et grandie dans un quartier chaud de Kinshasa, Espérance Baïdila n'a pas versé dans les travers de l'entourage grâce à l'orientation donnée en famille. Moi, je suis une fille de la cité. Je suis née à Yolo Sud, un quartier très bien connu, un quartier qui a une histoire des musiciens. Je suis née là. J'ai eu la chance de naître dans une famille unie, dont j'ai eu un père et une mère, j'ai eu des frères, des sœurs, plus grands et plus petits que moi. Donc je crois que je viens d'une famille unie. Donc j'ai passé une enfance normale. J'ai beaucoup évolué dans les milieux de l'église où je chantais à la chorale. J'étais Lengue Amwinda très jeune. Donc ce sont des mouvements qui m'ont quand même aidé pour vivre dans des milieux d'autres jeunes, discuter avec d'autres jeunes, c'est très important dans la vie, je pense, aujourd'hui. J'ai étudié dans les écoles, j'ai étudié au lycée Sacré-Cœur, j'ai étudié au lycée Motema Mpiko. En fait, j'ai vécu la vie de la cité, hein. Mais au moins ma particularité, c'est que j'ai eu un père qui était intellectuel et au niveau de la maison qui nous coinçait quelque peu parce que pour lui les études c'était très important, donc c'était plus important que tout. Donc il fallait d'abord être soi-même avant de penser à autre chose. Et voilà peut-être ce qui m'a aidé à être ce que je suis. Pour cette dame de caractère, seules les compétences l'emportent et non la féminité. Femme ou homme, chacun devrait observer à juste valeur ses statuts et rôles. Je ne me sens pas femme d'abord quand je suis devant une situation. Je dois dire que nous avons chaque fois plusieurs statuts et je me présente en tant que telle par rapport au statut qui doit être en vogue en ce moment-là. Si je suis professeur, je ne me vois pas femme. Je me vois professeur Baïdila et j'ai préparé mon cours normalement et je viens enseigner aux personnes qui ne sont pas hommes ou femmes d'abord mais qui sont étudiants ou étudiantes. Donc je n'ai pas à faire en fait, la relation n'est pas sexuée ou sexuelle. C'est d'abord une relation de fonction d'étudiant, de professeur. Et quand je suis secrétaire général administratif, c'est vrai que je porte mon statut de femme qui est lié à mon sexe, qui n'est que biologique. Mais je suis secrétaire général administratif de l'IFASIC et je travaille en tant que tel. Je connais en fait ce que je dois faire comme travail et je reçois des hommes et des femmes qui sont certes des hommes et des femmes, mais qui sont soit professeurs, qui sont administratifs ou ouvriers et qui ont des problèmes à poser et que moi je dois résoudre en tant que secrétaire général administratif. Si l'IFASIC regorge plus d'étudiantes que d'étudiants, ce n'est pas le cas dans le corps professionnel. Alors, le statut des femmes n'est que biologique. Elle est femme, mais sur le plan intellectuel, elle peut travailler comme
tout être humain, n'est-ce pas, Madame Rose? Tout à fait. Je salue en passant le professeur Baïdila. C'est vraiment quelqu'un qui nous accompagne dans CAFCO. On travaille beaucoup avec elle. Et effectivement, c'est là où j'ai dit que la femme est compétente, elle peut apporter un plus pour le développement de ce pays. C'est un exemple par rapport à votre approche. Je voulais aussi évoquer cette question des violences sexuelles. C'est finalement être femme, c'est aussi un caractère ou une personnalité, une personne assez faible. Voilà pourquoi on est victime aujourd'hui de certaines violences. Oui, et il faut reconnaître aussi que la guerre a augmenté un peu ce taux de violence faite à la femme et que on doit condamner ça, on doit éliminer ça, on doit travailler pour que cela puisse cesser dans notre pays. Le 25 novembre a été lancé sur toute la planète les 16 jours d'activisme. On peut savoir c'est que le CAFCO a pris comme relais pour que les messages puissent être diffusés ou lancer différentes communications sur le plan interne, le plan local au niveau de la RDC. On a toute une série d'activités qui vont nous permettre de capitaliser cette période. Notamment, on a lancé la semaine passée une campagne dans 3 provinces, c'est-à-dire Kinshasa, Congo central et Kasaï centre et Chikapa, pour que on puisse susciter dans les jeunes filles, dans les étudiantes, le besoin de faire la faculté des droits. Pourquoi on le fait? Nous pensons que une justice qui est dirigée par les femmes peut changer les choses dans ce pays. Et cette campagne va continuer jusqu'à la fin du mois de décembre. Nous avons aussi une autre activité avec les jeunes. On avait en son temps, c'est-à-dire au mois d'octobre, lancé une autre campagne sur les grossesses précoces par rapport à la thématique de l'UNICEF et mariage précoce et avortement non sécurisé. Puisque les 3 thèmes vont ensemble. Soit vous avez une grossesse précoce, vous êtes poussé à aller se faire avorter et cet avortement-là se fait dans des conditions non sécurisées. Pourquoi? Puisque l'avortement est puni dans notre pays. Et nous continuons cette volée-là avec les jeunes. On doit échanger avec eux pour savoir quels sont leurs besoins en planification familiale. Pourquoi il y a autant de grossesses précoces? Et cette campagne... La sexualité reste un tabou aussi. Ça ne peut pas être un tabou. Milieux. On doit aller vers les échanges, vers les dialogues dans ces thématiques-là. C'est pourquoi, par ignorance, il y a beaucoup de conséquences sur nos jeunes, sur nos adolescents. Nous devrions aller vers eux pour qu'ils puissent délier leur langue, pour qu'on puisse leur permettre de s'exprimer. Comme dans les familles, c'est là, comme vous le dites, est presque tabou, entre guillemets. Mais ça n'a plus de raison d'être. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, ce qu'on prétend tabou, l'Internet a tout déjà résolu. D'où ce que vous croyez que c'est tabou, votre enfant... Les enfants accèdent facilement à travers Internet. Les parents n'ont pas le temps de contrôler tout ça, même leur téléphone. D'où autant en parler par des bouches autorisées, ça va permettre d'apporter un certain changement dans les comportements des jeunes. Et en dehors de cela, nous continuons notre vulgarisation des différentes lois favorables aux droits de la femme. Est-ce que l'arsenal juridique de la RDC prend en compte tous les contours autour de l'élimination des violences sexuelles? Oui. En tout cas, si on a le code de la famille voté, je crois qu'on aura pris en tout cas une majeure partie de tout, on aura harmonisé avec les différents instruments juridiques que nous avons ratifiés. Dans la lutte contre les violences sexuelles, est-ce qu'il y a des avancées selon vous? Oui, il y a des avancées, puisque dans le temps, les gens ne s'exprimaient pas sur ce thème-là, c'est-à-dire surtout les victimes. Aujourd'hui, on voit devant les cours et tribunaux
Les gens s'exprimaient, les gens portaient plainte, Dénoncer. Et la nomination de la représentante spéciale en matière de violences sexuelles, Madame Mabunda, c'est une forte avancée que le gouvernement congolais a eu à faire. Et surtout, le travail qu'elle est en train de faire, puisque aujourd'hui nous avons quand même, par son plaidoyer, des condamnations des officiers de l'armée, de la police. C'est une avancée. Oui, nous disons c'est un processus. Quand nous calculons le pourcentage de personnes sanctionnées, c'est vrai, le pourcentage est encore minime, est encore faible, mais il y a des avancées par rapport à il y a 5 ans, par rapport à il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la réhabilitation des victimes. Ça ne suit pas. Puisque beaucoup de victimes qui ont été violées n'ont jamais trouvé la majorité gain de cause, surtout dans les espaces où il y a les conflits, où il y a eu des conflits. Il faut les autonomiser, puisqu'elles sont soit rejetées par leur communauté, soit elles sont rejetées par leur famille, elles se font soigner, et puis après, elles se retrouvent dans la rue. Il faut les autonomiser économiquement, il faut les réinsérer socialement, et cela sont encore des gaps qu'on doit vraiment... Mais il faut dire aussi qu'il y a eu des abus du côté de l'aspect dénonciation où certaines personnes en ont fait un fonds de commerce, accuser comme ça les gens sans qu'ils ne soient forcément ceux qui ont commis ces actes. C'est pas aussi un problème? C'est vraiment un problème par rapport à la justice et surtout par rapport à la médiatisation de ce fait-là. Il faut condamner ça, c'est pas normal. Vous poursuivez quelqu'un pour avoir commis des violences sexuelles sur XY, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée, vous du média, vous médiatisez ça, et alors que la justice ne s'est pas encore prononcée. Ça peut influencer la position du magistrat. Ce sont des choses à dénoncer. Mais nous disons que nous devrons continuer encore davantage dans ces domaines-là, pour que les violences cessent. C'est peut-être l'avant-dernière question. Parité, émancipation, participation, genre. De ces 4 concepts, lequel vous préférez, Madame Rose? Je préfère la participation genre, puisque ça prend en compte l'homme et la femme. Et ensemble, ça nous pousse vers le développement de la RDC. Si vous fallait vous résumer par rapport à notre entretien de ce jour en quelques minutes, que diriez-vous sur notamment la participation de la femme, parce que ça a pris en compte beaucoup d'aspects? La participation de la femme pose encore problème dans notre pays. L'application des lois pose encore problème dans notre pays. Mais nous ne cesserons pas de pousser, nous ne cesserons pas d'en parler pour qu'un jour les choses puissent changer effectivement et réellement dans notre pays. Nous disons que c'est un processus. Il y a des avancées timides, mais il y a des avancées, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Madame Rose Mutombo-Kiese, je rappelle que vous êtes présidente du cadre permanent de concertation de la femme congolaise. Merci d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. C'est moi qui vous remercie, Madame Feza, de m'avoir donné autant de minutes sur votre plateau. On espère qu'on aura une autre occasion. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été de nôtres pendant autant de minutes. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Femmes.